Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 4 avril. De nouvelles bornes de tri installées à Metz pour améliorer le recyclage. 8 d'entre elles sont déjà en service pour 9 mois d'expérimentation. Les détails dans cette édition. Nous plongerons également au cœur de la 28e édition du salon Urbest au Parc des Expositions de Metz. Transition énergétique et enjeux climatiques sont à l'honneur. Plein phare également sur les circuits courts. Un restaurateur à Delme cultive ses propres légumes pour les proposer ensuite dans l'assiette. Côté ciel, mercredi sera une belle journée, lumineuse dans l'ensemble, température comprise entre -3 et 11 degrés. Alors que la Convention citoyenne sur la fin de vie a donné un avis plutôt favorable au suicide assisté et à l'euthanasie sous condition, d'autres militent pour son interdiction avec d'autres objectifs pour aider les personnes en fin de vie. Aurore Crouan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du collectif Soulagés mais pas tués en Moselle, collectif qui se rassemble ce soir à 19h pour demander d'autres priorités au gouvernement. On vous donnera la parole dans quelques minutes, le temps de développer les titres. Et pour démarrer cette édition, on parle propreté. Depuis la mi-mars, 8 nouvelles bornes de tri ont été déployées dans plusieurs secteurs de Metz, dans les parcs et jardins, ainsi qu'aux abords des lycées. Objectif de la municipalité, anticiper la prochaine loi AGEC prévue pour 2025, qui souhaite limiter le gaspillage et rendre le recyclage plus efficace. Explication dans ce reportage. Ces poubelles sont-elles de l'histoire ancienne ? Depuis mars, de nouvelles bornes de tri ont vu le jour à 8 emplacements différents dans la ville de Metz. Il s'agit d'une expérimentation de 9 mois avec l'entreprise de recyclage Citeo, un changement souhaité par la municipalité. Alors on va voir, on va expérimenter jusqu'à la fin de l'année. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti, puisque vous le voyez, on est sur la place Mauduit, on n'a pas un papier par terre, donc ce qui est déjà un bon signe. Après, il faudra qu'on voie et on va regarder, peser régulièrement, et ces corbeilles seront de toute façon obligatoires sous une forme ou sous une autre à partir de 2025. Ces nouvelles bornes de tri sont plus simples d'utilisation. Le but est d'inciter les Messins à trier plus et à réduire les mauvais usages, d'où un changement de taille dans les ouvertures notamment. On va voir si avec ce système-là, qui est plus clair, puisqu'il y a 2 bacs bien identifiés, tri, et un bac pour le reste des déchets alimentaires et le tout venant. Donc c'est peut-être plus facile pour nos concitoyens de mettre dans le bon bac. Les élèves du collège-lycée Georges Delatour, place Mauduit, sont déjà conquis. Je trouve que c'est une très bonne initiative de la ville de les avoir installés ici, surtout sur cette place où il y a un peu de verdure, parce que du coup ça permet que l'espace soit plus propre et donc plus appréciable. Les riverains sont eux aussi satisfaits et en demandent encore plus. Ça va dans le sens de l'écologie et de la propreté de la ville, donc ça ne peut être que profitable à tout le monde. Alors nous on habite au quartier d'habitation où il n'y en a pas encore. J'espère que ça va fleurir autour de chez nous aussi. Un dispositif expérimental est donc gratuit pour le moment. La phase de test avant une potentielle installation pérenne se terminera en décembre 2023. Et ce mardi matin, le président du département de la Moselle, Patrick Veyten, s'est joint à Michel Paquet, président de la communauté de communes Cattenom et environ, afin de signer une première convention concernant la réalisation d'une voie dédiée aux bus et aux mobilités actives sur la RD 653. Les détails avec Aymeric Guillaume. Ils sont de plus en plus sur les routes qui relient la Moselle au Luxembourg. En un an, on dénombre un trafic en hausse de 3,5% dans la région. À cela s'ajoutent les 150 000 frontaliers supplémentaires estimés d'ici 2035. Dans ce sens, le département de la Moselle et la communauté de communes de Cattenom et environ se sont accordés sur la mise en place d'une 3e voie sur la route départementale 653 entre Étangerande et Évranges. La mobilité crée la richesse. Mais la mobilité est également une difficulté que nous devons assumer lorsqu'elle arrive à ces niveaux-là de saturation de nos routes départementales. C'est entre 10 et 15 000 véhicules jour qui vont soit vers Mondorf, soit vers Frisange, soit vers Dudelange. Donc, et ils empruntent des routes départementales. Donc c'est pour cette raison-là que nous avons pris ce dossier en charge et en main avec la communauté de communes pour réfléchir à la création d'une voie dédiée au transport collectif. Une voie de bus et une voie verte pour la mobilité douce. Ces 2 axes resteront à distance de la chaussée existante et viendront apporter de la fluidité au trafic, mais pas que.
Donc vous pouvez imaginer que dans chacune de nos communes, qui sont au nombre de 22, il n'y a pas forcément toujours un médecin, il n'y a pas toujours forcément une pharmacie, il n'y a pas toujours forcément un commerce. Et donc, de mettre l'accent sur la mobilité en matière de transport en commun, c'est aussi de permettre à nos habitants d'aller vers les communes qui disposent de tous ces services. Montant du projet, environ 18 millions d'euros. Sur la route comme sur le marché du travail, le lien entre ces deux voisins n'est pas qu'une question de frontières et demande de s'adapter. Toujours lors de sa visite de canton, Patrick Veyton s'est rendu au collège Jean-Marie Pelt d'Étanges-Grande. Là-bas, les 462 élèves de l'établissement peuvent profiter d'une section sportive roller artistique, la seule de la région. Mais l'établissement est également à la pointe de la technologie. C'est le cas avec la présence de ce Fab Lab, un laboratoire de fabrication pour les élèves. Imprimante 3D, création de bornes d'arcade, de plans 3D de l'établissement et même d'un journal du collège. Des activités possibles grâce au département de la Moselle qui verse une dotation à hauteur de 39 504 € cette année. Direction Sarreguemines maintenant, où un chantier d'envergure continue d'avancer, celui du Bliss Park, un grand complexe sportif en travaux depuis février 2022. Salle d'échauffement, salle d'escrime et un terrain multisport. Il s'agit là d'un équipement polyvalent. Le chantier progresse et on a déjà une petite idée du résultat final. Reportage de Guillaume Dumonteil. Un tout composé de 3 structures distinctes. Voici comment on peut définir le Bliss Park, le complexe multisport en cours de construction entre l'avenue Lablise et la rue Auguste Frieren. On retrouvera à cet endroit une salle d'escrime, un gymnase principal et un gymnase d'entraînement. Les 3 structures sont construites en parallèle. Sur la partie basse, celle située le plus proche de l'avenue de la Blise, prendra place une salle d'escrime composée de 14 pistes. Elle va être couverte d'ici le mois de juin avec le belvédère au-dessus. Et donc ce sera une salle dédiée à l'escrime, mais aussi une salle polyvalente pour recevoir les écoles primaires. Elle sera adaptée pour venir faire des jeux éducatifs à l'intérieur de cette salle. Le gymnase principal se situera au milieu du Bliss Park. Il aura une capacité de 1500 places. Elles ne se feront pas toutes seules. Leur création va prendre du temps. Nous sommes en ce moment au début de la pose des tribunes qui va s'étaler sur le mois d'avril et le mois de mai. Après, au mois de juillet, on va réaliser la charpente métallique. Et c'est prévu au mois de septembre de réaliser la couverture, le bardage et les menuiseries extérieures. Sur la partie haute du complexe se dressera le gymnase d'entraînement. Une fois terminé, cet endroit devrait être familier pour les collégiens et pour les écoliers. En fin de compte, on voit que la structure métallique a été installée. Et au mois d'avril-mai, on va installer la couverture, le bardage tout autour et les menuiseries extérieures, qui permettra d'éviter les intempéries et d'être au sec pour continuer la suite des travaux. D'ici décembre, l'objectif est de couvrir toutes les salles de sport pour qu'elles soient à l'abri des intempéries, hors eau et hors air. La construction du Bliss Park compte aujourd'hui plusieurs mois de retard. Il devrait être terminé au mois de juin 2024. Parler de la transition énergétique avec les décideurs du Grand Est. Jusqu'à demain, les responsables du territoire se rencontrent au salon Urbest au Parc des Expositions de Metz. Plus de 90 exposants sur 7000 mètres carrés vont répondre aux enjeux climatiques et énergétiques. Au cœur de ce rendez-vous, des collectivités et des décideurs. Jonathan Vaucher était sur place, regardez. La transition énergétique, la thématique de ce 28e salon Urbest à Metz. Le parc des expositions reçoit les décideurs pour parler des collectivités territoriales de demain. Un grand rendez-vous pour échanger notamment sur les moyens de réduire les coûts de l'électricité sans travaux de voirie. On utilise en fait des luminaires totalement autonomes qui emmagasinent l'énergie la journée et qui la restituent le soir, en fait, tout simplement. Donc la facture d'électricité est nulle. C'est très important, surtout qu'on a vu depuis quelques mois une crise énergétique et une augmentation très importante de la facture d'électricité, et l'éclairage public représente 40% de la facture d'électricité d'une commune. Après le LED, c'est le solaire qui fait fureur. Des candélabres à 2000 €, des batteries à 200 € et une maintenance seulement au bout de 12 ans. Plus loin, on propose aussi une solution pour améliorer le parc électrique des véhicules. Ce projet messin, qui a levé plus de 2 millions d'euros en 2021, souhaite équiper toutes les bornes de recharge. Il faut absolument déployer du véhicule électrique pour baisser le niveau de gaz et d'émissions à effet de serre. Et forcément, le véhicule électrique est une réponse.
Mais pour qu'on puisse déployer et vendre du véhicule électrique, il faut que les utilisateurs puissent se recharger. Et donc Delmonicos propose une solution très simple d'accès pour les utilisateurs qui va permettre en fait à l'utilisateur de pouvoir avoir toutes les informations sur la borne et il pourra lancer sa charge comme bon lui veut. Invité à une table ronde, l'Eurométropole de Metz a aussi détaillé ses perspectives pour la transition énergétique. D'avoir des transports en commun, voire des véhicules de service qui fonctionnent à l'hydrogène, des bornes de recharge électrique avec un schéma directeur qui se déploie, et d'imaginer aussi des champs de photovoltaïque pour pouvoir produire de l'électricité localement. Urbest se poursuit ce mercredi à Metz Expo avec une centaine d'exposants de la grande région. Vous l'avez entendu, le rendez-vous est donné jusqu'à mercredi de 9h à 18h gratuitement, avec en parallèle des prix de l'innovation qui récompenseront 7 lauréats pour la 4e édition. Focus maintenant sur les circuits courts et vous allez voir que certains cuisiniers ont choisi de maîtriser toute la chaîne du jardin à l'assiette. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Mais avant de se rendre au restaurant plein phare sur la société mosellane Helico, basée à Marly, spécialisée dans le design d'objets et d'espaces professionnels, elle vient de remporter un Red Dot Award dans la catégorie design produit pour un véhicule conçu en collaboration avec le groupe suisse Jungo. Ce véhicule d'entretien de voirie multifonction, baptisé Jungo 3.0, a déjà séduit dans plusieurs grandes villes allemandes, dont Berlin. Les premières livraisons auront lieu cet été. Le Red Dot Award est une récompense internationale dans le domaine du design et de l'innovation. Les éditions précédentes ont récompensé par exemple Apple, Ferrari, Peugeot, Honda, Thalys, Samsung ou encore JBL. On continue à Delme, aux côtés du restaurant à la 12, une enseigne réputée de longue date pour son savoir-faire et ses produits de qualité. Déjà détenteur d'un jardin derrière son restaurant, le chef et le gérant a voulu voir plus grand que seulement des plantes aromatiques. En 2019, il a racheté une parcelle pour faire pousser ses propres légumes. Reportage. Là, on est sur les premiers navets. Bon, ils seront prêts d'ici un bon mois. On a là-bas, un peu plus loin, sous le voile, on a planté les premiers pois croque-tout. C'est son laboratoire à ciel ouvert. Ce terrain, grand d'1 hectare, où l'on retrouve aussi un étang et un gîte, va d'ici quelques jours alimenter le restaurant de Thomas en produits frais. C'est le ver de terre qui bosse. C'est ça qui me stimule en tant que cuisinier. Par exemple, j'ai envie de récolter des petits navets, j'ai envie de récolter des courgettes avec la fleur, j'ai envie de planter une laitue asperge par exemple sur le jardin parce que tu n'en trouves pas sur les marchés. On plante, on essaye, on fait les essais, ça marche pas. Au moins voilà, tu es libre et puis tu maîtrises vraiment, on va dire, toute la chaîne. Pour l'aider dans cette tâche et prendre soin de ce lieu hors du temps, Thomas a embauché 2 personnes. Je sais pas où il m'a mis les choux. On a mis des choux pointus aussi. Mais il a surtout dû attendre 3 longues années avant que la terre soit prête à être cultivée. Quand tu travailles la terre, tu dois avoir une vision long terme. La nature, elle n'est pas là à tes services. Tu dis pas, tiens, je veux 20 kilos de courgettes, tu auras les 20 kilos. Non, c'est la terre, on la travaille. Maintenant, même si on n'est pas forcément bénéficiaire en fin d'année avec ça, pour moi, si tu engranges dans le calcul le gain de qualité que tu as en produit, tu deviens bénéficiaire en fait. Malgré ce facteur temps, les prix sur la carte du restaurant n'ont pas augmenté depuis septembre. Quand il n'a pas les bottes aux pieds, c'est le tablier à la taille que Thomas mêle la barque. Passe un coup là sur la table. Il pose des questions pour savoir comment le chef y fait pour avoir le temps d'être au jardin et en cuisine. Alors je lui dis, ma femme elle me voit pas. Non. Les légumes, les plantes aromatiques, mais pas seulement. C'est la nouvelle ? Elle est pas bonne ? Le chef se fournit localement en lait, viande ou fruits. Malgré tout, les circuits courts restent contraignants en termes d'organisation. On n'est pas 100% local, 100%, là, mais on tend, on essaye, on a une démarche en tout cas, on essaie d'être cohérent pour nous et nos enfants. Grâce à cette philosophie, le restaurant rayonne dans toute la région et même à l'international avec la proximité du Luxembourg et de l'Allemagne. Une juste récompense pour une enseigne désireuse de proposer des produits de qualité et locaux.
Sortez vos agendas car le rendez-vous est donné le 8 octobre 2023, marquera la 13e édition du marathon Eurométropole de Metz et les inscriptions sont ouvertes, soit par courrier jusqu'au 23 septembre, soit en ligne jusqu'au 7 octobre et au cœur du village marathon le samedi 7 octobre. Si vous pensez à vous inscrire avant le 14 juin inclus, vous devrez vous acquitter de 43 € en tant que licencié ou 45 € dans le cas contraire. Les tarifs augmenteront jusqu'à la veille pour atteindre 63 et 65 €. Habitués, nouveaux coureurs, particuliers ou entreprises, vous avez 7 mois pour vous préparer à ce grand rendez-vous sportif. Autre rendez-vous très attendu, les premiers résultats de la convention citoyenne autour de la fin de vie. Un avis plutôt favorable donné ce dimanche, mais que certains ne cautionnent pas dans son intégralité. On en parle avec notre invité du jour. Aurore Crouan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc membre du collectif Soulagé mais pas tué en Moselle. En d'autres termes, le suicide assisté ou l'euthanasie sous conditions qui ont été abordés dans cette convention citoyenne, vous n'y adhérez pas. Quand je dis vous, je parle du collectif bien sûr. Oui, le collectif n'adhère pas effectivement au suicide assisté et à cette proposition d'euthanasie parce qu'il y a probablement d'autres chemins à explorer. Et notamment, nous sommes assez d'accord avec les conclusions de cette convention citoyenne par rapport aux soins palliatifs qui seraient à développer et qui ne sont pas en égal accès aux droits d'accès aux soins palliatifs un peu partout en France. Alors ça veut dire quoi concrètement militer pour un meilleur accès aux soins palliatifs ? Eh bien concrètement, ce serait d'ouvrir des maisons d'accès, des maisons qui gèrent la douleur. Il devrait y en avoir un petit peu partout en France, de telle façon à ce que n'importe qui puisse y accéder. Et puis également, les soins palliatifs, puisque vous en parlez, eh bien, sont absents ou quasiment absents parce que c'est une question d'unité de soins palliatifs qui peuvent exister comme il en existe une à Thionville, chez nous en Moselle. Et également, il y a quelques lits qui sont dédiés aux soins palliatifs dans d'autres unités. Mais globalement, il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de place et il faudrait qu'il y en ait surtout un bon déploiement sur tout le territoire français. On parle aussi de la formation du personnel ? Alors la formation du personnel, le personnel est déjà bien soigné, mais effectivement il y a toujours à améliorer de ce côté-là. Et le personnel est certainement, en tous les cas nous avons des témoignages de soignants qui sont tout à fait partie prenante pour pouvoir se former beaucoup mieux à cet accompagnement spécialisé. Alors qu'est-ce qui vous inquiète concernant le suicide assisté ou l'euthanasie sous condition ? Alors, ce qui m'inquiète, c'est que c'est une porte ouverte en fait à nier la vulnérabilité et la dignité de la vulnérabilité. Ce n'est pas qu'une question d'idéologie ou une question éthique, c'est simplement un bouleversement de notre société qui pourrait avoir lieu si nous légiférons sur un droit à l'euthanasie et au suicide assisté. Vous sous-entendez des dérives, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Mais même, nous sommes totalement opposés à l'euthanasie et au suicide assisté. Le fait de développer les soins palliatifs permettrait à la plupart des personnes qui craignent pour leur dignité en fin de vie, eh bien d'être apaisées parce que désormais les soignants et la médecine a fait de tels progrès qu'il est tout à fait possible de soulager la plupart des douleurs. Donc je pense que les peurs seraient bien calmées. On sait, à travers de nombreux témoignages qui soulignent notamment l'acharnement thérapeutique, que soulager parfois ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je réponds ce que je viens de vous dire. En fait, la médecine a fait d'énormes progrès. Maintenant, ce qui pose problème, c'est le fait d'accéder à ces soins, d'accéder à cette particularité, à ces services particuliers que sont les services de soins palliatifs. À l'étranger, on sait que ça se passe déjà. On peut citer par exemple la Belgique ou la Suisse. Alors pourquoi pas en France, si tout est encadré ?
Eh bien, justement, si nous scrutons un petit peu ce qui se fait en Belgique, nous nous rendons compte déjà des dérives. Ça fait 20 ans qu'en Belgique, ils ont légalisé cette euthanasie et nous voyons déjà les dérives sont déjà... il y a énormément d'exemples, mais évidemment, ceux-ci ne sont pas beaucoup connus du grand public. Qu'est-ce que vous entendez par dérive Eh bien, à partir du moment où on donne la permission d'administrer la mort, qui n'est pas un geste soignant, qui n'est pas un geste de soin de donner la mort, n'est-ce pas ? Eh bien, on permet aussi à n'importe qui finalement d'accéder à cette euthanasie. Et on voit bien que même des jeunes gens, et puis d'ailleurs maintenant il y a un progrès, il y a eu un espèce de progrès en Belgique, et c'est là où je veux en venir sur les dérives. Ce progrès a amené à ce qu'on donne l'accès à l'euthanasie même à de très jeunes enfants. Il n'y a plus de limitation d'âge. Voilà les difficultés, les dérives. Et puis effectivement, dans le rapport, dans les conclusions qui ont été données, on a exclu, enfin en tous les cas, les personnes les citoyens qui se sont réunis ont exclu totalement toute de proposition d'euthanasie à des personnes qui seraient psychologiquement atteintes, instables peut-être. Voilà, pour une raison psychologique, et se sont focalisés plutôt sur les personnes en fin de vie avec des douleurs physiques à soulager, etc. Et or, qu'est-ce qui interdirait finalement, si on va dans cette logique, qu'est-ce qui interdirait à une personne qui est extrêmement mal dans sa peau de ne pas avoir accès à cette euthanasie. Donc finalement, au bout d'un moment, on arrivera à élargir la loi et à permettre à ces personnes qui se sentent mal dans leur peau d'accéder également à l'euthanasie. Et donc, ça n'aura pas de fin. Alors, ce soir, le collectif se mobilise dans 40 villes en France, dont Metz, à 19h. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer les raisons, enfin pas les raisons, mais ce que vous attendez plutôt de ce rassemblement-là ? Vous voulez faire réagir le gouvernement ? Alors c'est ça, c'est une action effectivement symbolique, mais qui nous permet d'exister aux yeux du grand public pour que notre message soit audible. Nous voulons tout simplement mettre en valeur les liens de fraternité et de solidarité qui nous unissent. Très souvent, des personnes qui sont valides se projettent déjà en fin de vie et demandent et réclament ce droit à l'euthanasie qui n'en est pas un, et qui... J'ai perdu ce que je voulais dire. Pas de souci. La question était vraiment de savoir ce que vous vouliez faire passer comme message au gouvernement, mais je pense qu'on l'a compris tout au long de cet entretien. Je vous remercie beaucoup pour votre présence sur ce plateau et je vous souhaite une très belle soirée. Et avant de conclure, direction le marché couvert de Metz qui a remporté le plus de votes sur le site internet du Républicain Lorrain. Il fallait choisir le plus beau marché de la région. Le marché de Metz compte 7403 votes et devance celui de Nancy, Thionville et Épinal. De quoi réjouir les 80 personnes qui y travaillent toute l'année. Prochaine étape, l'élection nationale où chaque lauréat régional sera présenté le 21 avril sur TF1. Les Français pourront alors voter parmi 10 marchés finalistes dont les noms seront dévoilés le 26 mai. Le grand vainqueur sera quant à lui donné la semaine du 26 juin lors du journal de 13h. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, je vous invite à vous diriger sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Pour la suite de votre programme ce soir, retrouvez Mathieu Anquinet dans Moselle Sport à 18h30, suivi de 100% jeunesse à 19h. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.